Madame, Monsieur, bonsoir. Le financement du développement en Afrique exige une action collective, une coopération régionale et internationale et une réforme de l'architecture financière internationale qui implique pleinement les pays africains trop souvent marginalisés. Voici un des messages clés adressés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants de l'Ibrahim Governance Weekend tenu ce dimanche à Marrakech. Le souverain a ainsi rappelé une réalité amère. Peu de choses ont été faites pour réduire le déficit colossal de financement en Afrique. Les déficits budgétaires et le faible accès aux marchés internationaux des capitaux appellent à envisager d'autres sources de financement, ne serait-ce que pour atteindre les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Les besoins financiers bruts pour atteindre ces ODD, justement, et d'ici 2030 en Afrique, sont estimés à près de 870 milliards de dollars par an, selon l'Organisation de coopération et de développement économique et l'Union africaine. En comblant le déficit d'infrastructures, les pays d'Afrique subsaharienne pourraient-ils réduire la pression de la dette croissante? Aussi, comment dérisquer l'investissement et convaincre les investisseurs africains et étrangers à diriger les capitaux vers les projets sur le continent? Et quelle responsabilité d'abord des États, mais aussi du secteur privé africain dans toutes ses formes? Fini le temps des aides au développement, il est temps de se prendre en main. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a détaillé dans son message 4 lignes directrices, à savoir 1. Changer de paradigme en ce qui concerne le financement, 2. Instaurer un environnement propice au développement. Il y a aussi le renforcement et la dynamisation des échanges intra-africains et enfin valoriser pleinement les 40% des réserves mondiales de matières premières sous le sol africain. Et je reçois pour parler de ces questions d'actualité le président de la Commission Afrique de la CGEM, également Managing Partner de Mazars Audit et Conseil, cabinet international d'audit et de consulting. Abdou Diop, bonsoir. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir et un bonheur d'être sur les antennes de Média TV. Et toujours un plaisir aussi de vous y accueillir, cher Abdou Diop. Et se joint à nous depuis Liège, mon confrère également, consultant international en management de projet, Abachi Chamamba. Bonsoir et bienvenue à vous également parmi nous. Bonsoir Khadija, bonsoir Abdou. Je suis très heureux de faire partie de ce plateau pour parler d'un problème auquel je m'intéresse énormément et qui me tient beaucoup à cœur. Mais attention, j'ai une ligne éditoriale un peu plus différente par rapport à ce qu'on entend souvent. On verra bien. Alors, avant de parler de ligne éditoriale, d'abord, dressons un diagnostic. On va parler de problèmes. Il serait opportun de commencer par le diagnostic. Alors, si les besoins pour financer les ODD que j'évoquais plus tôt représentent environ 30% du PIB, en tout cas de 2023, PIB total de l'Afrique, le déficit financier net annuel de l'Afrique pour atteindre les ODD à temps représente environ 15,7% du PIB du continent. Où est l'argent, pour reprendre cette question d'ailleurs qui figure comme le titre du rapport de la Mo Ibrahim Foundation, qui a été d'ailleurs salué dans le message de Sa Majesté dimanche. Abdou Diop. Tout à fait. Oui, clairement, aujourd'hui, le vrai sujet est un sujet qui, tant mieux, il y a la sonnette d'alarme de ces financements internationaux qui se tarissent, parce que ça pousse les États et le continent à se tourner vers lui-même et à se poser les questions pour se prendre en charge sur un certain nombre de problématiques. Mais il est clair qu'à un moment ou à un autre, il fallait qu'on y arrive, parce que, comme je le dis toujours, il faut que les Africains trouvent des solutions africaines à nos propres problématiques. Et aujourd'hui, où est l'argent? Oui, c'est le grand sujet. C'est pour ça que Sa Majesté parle de changement de paradigme et évoque deux voies. La voie des pays eux-mêmes qui doivent se prendre en charge, donc trouver les mécanismes pour mobiliser l'argent. C'est l'épargne nationale, c'est mobiliser les institutions pour qu'ils puissent agir sur l'épargne. C'est le financement du secteur privé, mais c'est aussi la mobilisation de l'épargne de la diaspora, parce que là aussi, on n'a pas encore fait suffisamment de travaux pour mobiliser cette épargne. Donc ça, c'est un premier niveau. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est de travailler entre les pays africains pour attirer plus d'investissements, pour faire plus de collaboration, pour générer plus de richesses. Donc il y a plusieurs voies, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective que l'Afrique doit trouver ses solutions en elle-même. Et ça, c'est extrêmement important. Heureusement qu'on a cette crise internationale qui fait que c'est un vrai wake-up call et tout le monde a eu une prise de conscience. C'est très bien.
Alors justement, d'où ce message et cet appel de Sa Majesté le Roi pour l'Afrique face aux défis du financement. Vous avez évoqué les crises internationales. Il y a une baisse importante de l'aide au développement, que ce soit des États-Unis, de l'Allemagne, de la France. L'Afrique reçoit beaucoup moins d'argent, en tout cas en aide au développement, qu'il y a 10 ans, ne serait-ce qu'une comparaison entre 2013 et 2023. Alors, Monsieur Chamamba, si on est dans un changement de paradigme du financement, comment faire sans les financements internationaux? Mais écoutez, le comment faire, si j'avais une solution, ça se serait, je leur aurais déjà transmis aux dirigeants. En revanche, j'entends souvent, avant de répondre à votre question, j'entends un discours actuel qui tourne autour de la souveraineté. Pour être souverain, il faut être autonome. Je n'ai pas dit qu'il faut fermer la porte, mais il faut être autonome. Or, ces États africains, malheureusement, ne les sont pas financièrement. Ne les sont pas. Et la proposition qu'a faite Sa Majesté, à juste titre, de compter d'abord sur soi-même, sur les ressources locales, c'est une proposition, c'est la proposition la plus pertinente. Parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas financer un développement en ayant seulement 16% en moyenne d'impôts qu'on collecte par rapport au PIB. Ce n'est pas normal. C'est loin de la moyenne de l'OCDE qui est autour de 34%. Le Maroc fait mieux avec une moyenne de 20%, il faut quand même le souligner. Mais effectivement, sur une moyenne continentale, on est autour de 16%. Mais pour que les gens payent leurs taxes, il faut qu'on leur propose aussi des services sociaux de qualité. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'il faut du coup commencer par d'abord s'investir dans les infrastructures, notamment sociales? Hôpitaux, routes, etc. Vous avez touché au point critique. D'ailleurs, Sa Majesté l'a souligné dans ses propositions. Améliorer la gouvernance. Parce que l'acceptation, le principe d'acceptation de l'impôt, il est fondé sur quoi? Sur ce que vous êtes en train de dire. Si je vois autour de moi qu'il y a les services publics qui marchent, quand je dis services publics, je ne vais même pas aller loin. Commençons par l'accès à l'eau et à l'électricité et à l'école. Si vous me donnez ces trois éléments, on pourra voir un peu plus, on pourra aller beaucoup plus. Si la gouvernance, entre guillemets, ne répond pas aux attentes minimales de la population, évidemment, il y aura très peu de chances que la population accepte de payer l'impôt. Je vais vous donner un exemple, pas de l'impôt, mais de factures d'électricité dans beaucoup de pays africains. Parce que l'électricité, l'accès à l'électricité, c'est un énorme problème dans beaucoup de pays. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un pays que je connais un tout petit peu, la République démocratique du Congo. Eh bien, il arrive très souvent que les agents de recouvrement aillent dans des quartiers périphériques à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, des quartiers qui n'ont pas de courant depuis une semaine, 10 jours. Et qu'est-ce qui se passe? Des populations les agressent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent recouvrer une facture pour laquelle les habitants n'ont rien consommé. Vous voyez un peu le paradoxe. Ça, c'est le vrai problème. Donc, oui, comptons d'abord sur nos ressources. C'est évident, parce que si on veut être souverain, comme on le proclame, je le vois, je l'écoute dans toutes les conférences, dans tous les séminaires, dans tous les forums, eh bien, commençons d'abord par exploiter nos propres ressources et améliorer la levée de l'impôt. Mais attention, l'impôt doit être accepté par la population. C'est très, très important. Alors, quand on parle de souveraineté financière, c'est un sujet très complexe et où il y a une équation à multiples variables qu'on ne peut même pas citer toutes. Mais aujourd'hui, il y a un problème, Abdou Diop, c'est si l'État seul ne peut pas assurer le financement de ces infrastructures. Or, si on a un autre chiffre d'ailleurs de la Mo Ibrahim Foundation, c'est ces 100 milliards de dollars chaque année qui s'évaporent à travers des flux financiers illicites. C'est de l'argent qui échappe aussi à cet investissement. Clairement. Et il y a aussi le rôle du secteur privé, que vous représentez aussi aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas à casser ce plafond de verre, si je puis me permettre l'expression, pour utiliser ces fonds en Afrique et garder ces 100 milliards de dollars chez nous?
En fait, je pense que tout est dit dans ce message royal. D'une part, il faut, et Abaché le rappelait, il faut qu'on crée un cadre économique transparent, efficace, avec une lutte contre la corruption, avec un climat des affaires apaisé, etc., qui permettent d'attirer l'investissement. Parce qu'on parle de tout le continent, on n'est pas en train de parler du Maroc. Il faut que ce cadre soit placé. Ce cadre va permettre de mettre en place des politiques publiques durables, notamment toutes les politiques de valorisation des ressources naturelles, de transformation, qui sont essentielles pour le continent. Et amener des ressources du secteur privé, parce qu'on aura mis un cadre, on aura mis en place aussi des mécanismes et des projets structurants. Aujourd'hui, on le voit, quand on voit ce qui se passe au Maroc, l'État a pris en main l'investissement public pendant un certain nombre d'années, et dernièrement, avec la nouvelle charte des investissements, on s'est mis à la même table et il a été convenu avec le gouvernement qu'on basculerait à horizon 5 ans d'un investissement public de 2 tiers versus privé de 1 tiers vers un investissement privé qui va lui passer à 2 tiers et le public va descendre à 1 tiers. Parce qu'on a d'abord mis en place tout le cadre nécessaire pour attirer l'investissement privé. Bien sûr, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait des secteurs privés forts, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du continent. Et c'est là où la solidarité intra-africaine doit jouer le jeu, pour que justement on puisse créer des complémentarités de chaînes de valeur entre les différents pays. À partir de là, favoriser l'industrialisation, coopérer entre les secteurs privés pour pouvoir favoriser l'investissement. Est-ce qu'on peut penser à une industrialisation sans les prérequis? Le b.a.-ba, c'est d'abord d'installer les infrastructures nécessaires pour accueillir ces investissements. Il est clair qu'il y a un cadre qu'il faut mettre au préalable. Et ça, c'est extrêmement important. Et juridique, c'est tout le débat de la zone de libre-échange continentale. Évoqué aussi dans le message de Sa Majesté. Parce que, comme je l'ai dit, Sa Majesté rappelle très clairement que chacun doit faire son travail intérieur pour mettre en place le cadre, mettre en place les dynamiques, les politiques qui permettent justement le développement. Et ensuite, il y a une coopération panafricaine et la zone de libre-échange qui doit permettre de compléter cela par de la complémentarité. Et très clairement, aujourd'hui, même quand on parle de zone de libre-échange continentale, les infrastructures de transport sont essentielles, les infrastructures de connectivité qui vont permettre de réduire la logistique, les infrastructures énergétiques. Et c'est tout le sens aussi des projets d'intégration dans lesquels le Maroc s'est engagé avec beaucoup de pays. Aujourd'hui, c'est tout l'esprit du gazoduc atlantique, dont Sa Majesté a également parlé, qui va permettre justement, à travers cette connectivité de 13 pays, renforcer l'accès à l'énergie, renforcer le potentiel logistique, le potentiel industriel de toutes ces régions, et de ce faire créer plus de valeur, plus de richesse. Donc, il est important qu'on ait ce double paradigme. D'abord, que chaque pays fasse le travail nécessaire pour mettre en place les mécanismes favorables à un développement économique et que, par ailleurs, on soit dans un vrai état d'esprit de coopération panafricaine, l'état d'esprit de la zone continentale où on crée de la complémentarité de chaînes de valeur, on crée vraiment de la coopération. Et on va le voir, c'est essentiel, même aujourd'hui, pour ce qu'on est en train de faire, toutes les ambitions que le Maroc a dans les années à venir, on le fera avec les autres pays africains, parce que c'est comme ça que différents pays serviront de locomotive à la transformation du continent. Quels sont ces pays ? Quels pourraient être ces pays qui peuvent servir de locomotive ? Aujourd'hui, très clairement, et moi je le dis souvent quand je dis les lions vont sortir de leur tanière, les pays, c'est bien sûr le Maroc, l'Égypte, le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le duo Sénégal-Côte d'Ivoire. Et le jour où la RDC se réveillera, ce sera aussi la RDC. Donc c'est des pays qui devront être les locomotives du continent et qui porter ce développement et autour desquels on peut créer tout le développement industriel. Aujourd'hui, autour de l'automobile marocaine, on peut créer tout un développement industriel dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale, que ce soit sur des chaînes de valeur complémentaires ou encore sur du développement de la technologie, de la main-d'œuvre. Donc,
Très clairement. Et un dernier point, c'est sur les autres aspects du financement. Aujourd'hui, et c'était un des débats du Mo Ibrahim Governance Weekend, aujourd'hui, il faut aussi qu'on mobilise, au-delà de la diaspora, au-delà des investissements privés, il faut qu'on mobilise aussi la philanthropie, qui est devenue un acteur assez important du financement pour l'emmener à dérisquer les investissements, à l'amener à être utile pour justement permettre de mieux fluidifier le mix partenariat public-privé avec une philanthropie qui vient dérisquer les grands projets. Je pense qu'avec ça, si on a des politiques adéquates pour bien capter l'épargne institutionnelle, les fonds de la diaspora, on va y arriver et on pourra faire face à ce tarissement de l'aide internationale qui, pour moi, est une bénédiction. Parce que c'est un réveil, et c'est un éveil collectif aussi. Alors, il y a une question importante, et cela vient d'être... Je veux juste appuyer les propos d'Abdou Diop par des chiffres. L'Afrique, aujourd'hui, notre continent, dispose de 130 milliards de dollars en fonds souverains, 220 milliards de dollars en caisse de retraite, et les transferts de la diaspora représentent 90 milliards par an, soit plus de 10% dans plusieurs pays. Mais ces ressources restent très peu canalisées vers l'investissement productif. Pourquoi, Bachir Chamamba? Ou comment? La question la plus évidente peut-être et avec plus d'impact, c'est comment réorienter vers de la productivité, vers de l'investissement, notamment des diasporas africaines. Oui, mais on revient au point de départ en réalité. Vous savez, quand le cadre, le climat des affaires, la protection, la sécurité juridique des investisseurs. Et quand je parle de l'investisseur, je parle du plus petit jusqu'au plus gros. Il n'y a pas de petits ou de moyens ou de grands. Quel que soit le montant, l'investissement, c'est un investissement. C'est souvent l'erreur que commettent beaucoup de pays en Afrique. En déroulant le tapis rouge aux grands groupes miniers ou pétroliers et aux petits investisseurs qui mettent 500 000, 200 000 dollars, ceux-là, ben, ils sont perdus dans le méandre de l'administration. Le cadre des affaires, le climat des affaires, c'est quoi? Parlons concrètement. Vous savez, moi, je connais des pays, je ne vais pas les citer. Les entreprises sont harcelées par l'administration fiscale tout le temps. Tout le temps. Quand je dis harcelées, j'utiliserai le mot racketté. Et ça, c'est pas possible parce que vous découragez pas seulement les investisseurs internationaux, mais vous découragez surtout, contrairement à ce que pensent nos dirigeants, on décourage les locaux également, parce que ça crée une insécurité. Deuxième élément, puisqu'on parle de financement, demandez aux banques, si vous avez un litige avec un client qui n'a pas réglé pour des raisons XY, bon courage devant le tribunal. Bon courage, parce que les tribunaux, je ne vais pas généraliser, j'exagérerai si je généralise, mais 2 fois vous allez au tribunal pour récupérer votre propre créance, c'est vous qui devenez l'accusé. Quand je dis vous, c'est-à-dire la banque. Et ça, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de vous faire de la dissertation. C'est une réalité, ce que je vous dis là, ce que je vous dis, malheureusement. Et ça, pour que ça attire de financement. Troisième élément, c'est la conséquence de cette insécurité juridique. Quand vous avez parlé de fonds illicites qui sortent tous les ans du continent, eh bien, on connaît les destinations, mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi les gens éprouvent le besoin d'aller se planquer à l'extérieur, planquer leur argent à l'extérieur. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de destinations qui offrent cette possibilité de machines à laver et puis qui n'appliquent que très peu les diligences de la lutte contre le financement les règles de financement contre le terrorisme ou bien contre l'argent de la drogue ou de l'argent de la corruption. Pour le cas de l'Afrique, c'est plutôt ça. Ou de l'argent des ressources minières. Ben oui. Si vous avez parlé de souveraineté tout à l'heure. Il n'y a pas de souveraineté politique sans qu'elle soit appuyée par la souveraineté économique et financière. Vous en conviendrez, oui. Monsieur Chamamba. Oui, alors,
Mais moi, la question, pourquoi on n'arrête pas de dire oui, il faut transformer sur ce même plateau, même avec Abdou Diop, on l'a évoqué depuis une bonne dizaine d'années, cette question et cette notion de transformer la bauxite, de transformer les phosphates, de transformer tout ce qui représente l'avenir pour l'Afrique, mais aussi pour les pays industriels. Et on peine à développer une réelle industrie de transformation sur le continent, en tout cas à grande échelle. Mais commençons par l'électricité. Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez les mines, vous pouvez les transformer. Oui. Donc vous dites électricité. Je pose la même question à Abdou Diop. Moi, je pense qu'on en vient à la question de la gouvernance. Hein. Tout est une question de gouvernance et une question de vision à long terme. Encore une fois, et je le disais hier, les poches d'efficacité sont très nombreuses. On parle de transformation. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont pris le pas. Donc, il y a un certain nombre de pays qui ont avancé. Il y a d'autres qui sont à la traîne, mais il y a un certain nombre de pays qui ont avancé et qui peuvent aider d'autres pays à avancer. Donc, je pense qu'on a une dynamique qui est enclenchée. Malheureusement, l'élément le plus facile et que beaucoup appliquaient, c'est de pouvoir vendre des minerais sans avoir à les transformer parce que c'est immédiat et c'est des contrats opaques. Donc, ça a facilité beaucoup d'abus. Aujourd'hui, on est face à un vrai carrefour où nous n'avons pas le choix, nous devons avancer. Et quand on doit avancer, il y a beaucoup de poches d'efficacité. Je le disais encore lors du forum, aujourd'hui, on parle d'électrifier plus de 300 millions d'habitants. Vous savez qu'on se rend compte que dans beaucoup de pays, les politiques préfèrent avancer dans l'électrification domestique parce que ça a un dividende politique immédiat, électoral immédiat, les votes, plutôt qu'avancer dans l'investissement dans de l'énergie productive qui va vers l'industrie, qui va vers les corridors commerciaux donc et qui va créer des emplois. Parce que vous branchez des gens en électricité, donc vous tiquez une case, vous avez électrifié 50. Par contre, ces gens-là n'ont pas de revenus pour payer la facture. Donc vous vous retrouvez avec de l'argent gaspillé et qui sortent de ce calcul de 100 milliards, qui aurait pu servir à créer de l'investissement productif et d'amener un effet multiplicateur. Donc on a beaucoup de poches d'économie qu'on peut faire. Combien d'argent vont dans les élections, dans les multiplicités d'élections, de campagnes électorales, etc. C'est de l'argent qui sort du circuit productif et de l'investissement parce qu'il est distribué juste pour des voix, juste pour des élections. Donc on a beaucoup de poches d'économie. Avant de parler d'investissement étranger, on a déjà toutes ces poches qui sont vraiment nécessaires à rattraper pour pouvoir mobiliser cet argent. Après, bien sûr, il faut avoir des mécanismes de gouvernance qui permettent de rassurer et de donner la confiance. Comment mettre en place des mécanismes de gouvernance, mais made in Africa, qui ne soient pas imposés par des institutions multilatérales type FMI, par exemple? Aujourd'hui, la plupart des mécanismes de gouvernance, quand vous dites une justice qui est transparente, ce que dit Sa Majesté dans son message, c'est des mécanismes de gouvernance, on n'a pas besoin de les importer de l'étranger. Quand on dit effectivement un climat des affaires favorable, c'est une fiscalité avec une lisibilité, c'est de la transparence dans la gestion des affaires privées et publiques. Ce n'est pas des mécanismes, on n'est pas en train de parler de démocratie ni autre chose, on est en train de parler de gouvernance simple de la chose publique et de la chose privée, où vous avez besoin d'avoir une lisibilité, d'avoir une clarté, qu'on sache où on va. Ce n'est pas compliqué. Quand on a un code de la route, on sait le code de la route, qu'est-ce qu'il interdit, qu'est-ce qu'il autorise, et on a une visibilité sur le long terme. C'est pareil pour le climat des affaires, c'est pareil pour la gouvernance publique, c'est pareil pour la justice. Quelque chose qui permet une lisibilité, parce que l'investisseur a besoin de lisibilité. La personne de la diaspora, effectivement, si elle n'a pas confiance dans les acteurs publics de son pays pour envoyer son argent et l'investir, il va le garder ailleurs, ou il va envoyer dans le pays que des éléments de consommation. Donc il faut créer cette confiance. Chacun doit faire son homework, c'est extrêmement important, et ensuite créer un cadre qui permet d'attirer tout ça. Mais, encore une fois, moi, je trouve salutaire le fait
qu'aujourd'hui, tout le monde soit conscient que l'aide au développement n'est plus la solution. Je vais prendre 2 secondes pour compléter Abdou. Pour y avoir vécu pendant plus de 25 ans, j'ai vu comment le Maroc s'est transformé. Donc le Maroc, c'est un pays qui peut à la fois transférer son expérience de développement, de politique de développement, à un certain nombre de pays africains, parce que lui-même, il a connu ces niveaux de développement qu'on retrouve dans un certain nombre de pays africains, et par des recettes qui sont des recettes pragmatiques. Il n'y a pas besoin d'avoir des plans stratégiques sur 15, 20, 40, je ne sais pas combien, c'est la mode, hein? Un plan de, je ne sais pas, d'ici 2060, sachant que quand on va se rapprocher de 2060, on va oublier de parler de 2060. Ça, c'est classique. Donc, le Maroc a une expérience de politique de développement qui peut inspirer et les pays qui sont très pauvres en Afrique et des pays qui sont à un niveau intermédiaire. Et le niveau économique du Maroc aujourd'hui, ce n'est pas un pays pauvre, ce n'est pas un pays développé. Donc, il a des choses, beaucoup de choses à partager avec ce pays africain. Merci beaucoup Habachi Chamamba. Et justement, je voudrais rappeler un des messages contenus dans cette lettre adressée aux participants du Mo Ibrahim Governance Weekend, message adressé par Sa Majesté le Roi. Je cite le souverain: notre continent doit transformer ses défis en opportunités, capitaliser sur ses atouts, affirmer sa vision de son propre développement et prendre le contrôle total de son destin. Fin de la citation royale. Merci beaucoup Abdou Diop d'avoir enrichi le débat ce soir. Merci beaucoup Khadija, ce fut un plaisir. Largement partagé. Merci également encore une fois à vous Habachi Chamamba. Merci beaucoup Khadija, merci à Abdou et à très bientôt j'espère. Inch'Allah, avec joie. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Merci de nous avoir suivis encore une fois et très bonne suite des programmes.